Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Monsieur le président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, on va prendre le temps d'évoquer ensemble le budget qu'on ne voit pas arriver, la réforme suspendue des retraites ou pas. On va vous demander si vous avez vu récemment Marine Le Pen à l'Assemblée et à la fin nous vous poserons la question qui chuchote. Mais avant, on va écouter ensemble Marine Le Pen justement au Louvre vendredi au micro France Info de Pierrick Bonneau. Jamais personne n'est responsable de rien. Il y a bien des gens qui ont pris des décisions ou des gens qui n'ont pas pris de décisions. Eh bien, quand on a des responsabilités, quand on vous les confie, il faut les assumer. Vous disiez, personne n'est responsable de rien. Or, la police a interpellé 2 suspects qui sont en garde à vue. Est-ce que vous maintenez que l'État ne fait rien ou est-ce que vous reconnaissez ce matin que sur ce dossier, l'enquête avance ? Ah non, mais on parlait de la direction du Louvre, à la fois la direction d'Mme Descartes et sa directrice de la sécurité. C'est elle qui ont accepté des responsabilités, même des honneurs, parce que c'est un honneur de diriger une institution comme le Louvre et qui ne sont responsables de rien. Mais visiblement, c'est même pas de leur faute, c'est la faute de M. Macron et Mme Dati qui ont refusé la démission que Mme Descartes lui a présentée. Vous dites bravo aux policiers quand même pour ah ce bah week-end. Oui, je dis bravo aux forces de l'ordre, mais ça n'a rien à voir avec la direction du Louvre. Est-ce que le point est à Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, moins d'une semaine, un tout petit peu moins d'une semaine avant l'arrestation de 2 des 4 suspects impliqués dans cette affaire qui a ému le pays? Est-ce que le ministre de l'Intérieur signe pas là un joli coup? Nous verrons. Moi, je suis pas l'impression que c'est M. Nunez qui fasse l'enquête, mais enfin, il y a eu peut-être visiblement des problèmes avec la préfecture de Paris. Et M. Nunez a été plus longtemps préfet de Paris préfet de police de Paris que ministre de l'Intérieur. Et visiblement, il y avait des gros problèmes de coordination entre le Louvre et la préfecture de Paris. Ceux qui ont la chance de connaître notre belle capitale et ce très beau quartier, s'ils en sont coutumiers, il y a beaucoup de choses à dire sur ce quartier de Paris et l'absence de rationalité dans la gestion de la préfecture de Paris de la sécurité. Bon, enfin bon, écoutez, nous verrons. Il y aura sans doute une commission d'enquête à l'Assemblée nationale et j'y participerai activement. Vous continuez à demander la tête de Laurence Descartes, la patronne du Louvre, dont la démission a été refusée? Non, mais il faut pas dire demander la tête, parce que demander la tête dans notre histoire, il se trouve qu'il y a un pays, il y a une histoire. Non, mais c'est pas ça, mais c'est le côté bouc émissaire. C'est pas une question d'avoir un bouc émissaire, Madame Descartes. C'est vous-même qui tout à l'heure avez dit elle aurait dû démissionner. Je reprends vos propos. C'est pas une pratique du bouc émissaire. C'est pas demander la tête. C'est assumer sa responsabilité. Et donc, elle devrait démissionner. C'est pas la même chose. Mais bien sûr qu'elle aurait dû démissionner. Bon, enfin, visiblement, elle va pas le faire. Après le braquage, vous avez tweeté: tout le système politico-médiatique va jouer au choc. C'est faux. Ils sont responsables avec leur idéologie laxiste insupportable. De quoi vous parlez? Est-ce que le vol n'est pas aussi vieux que l'humanité? C'est pour ça qu'il faut aussi vieux que l'humanité, il y a la sécurité. Mais il y a une idéologie au Louvre que je connais très bien, qui est un musée que j'aime beaucoup, mais dans la plupart des musées de Paris, qui consiste à croire que la liberté de déambuler est supérieure à la sécurité. Et par exemple, malheureusement, il y a quelques agitateurs qui ont l'habitude de défigurer les œuvres d'art avec de la peinture. Bon, on a de la chance, entre guillemets, que ce soit de la peinture, parce que ça pourrait être de l'acide, c'est pareil. Comme le contrôle de sécurité est très mal fait au Louvre, pour des raisons diverses et variées, qu'il y a une surfréquentation du Louvre. La pyramide du Louvre a été construite pour accueillir 3 millions de personnes. Je crois qu'on est à 6 millions de personnes, on va vers 9 millions de personnes. Et personne ne doit dire rien. Et c'est ça aussi, enfin, faut jamais rien dire, faut jamais rien critiquer. Non, mais quand la Joconde a été volée, c'était en 1911. Justement, est-ce que c'était aussi une idéologie laxiste insupportable? Oui, exactement. En 1911. Absolument. La façon dont vous connaissez l'histoire du vol de la Joconde? Oui, bien sûr. Donc ça s'est fait dans des conditions absolument rocambolesques, comme si de rien n'était, avec une organisation très simpliste. Et c'est un miracle si 2 ans plus tard, on a retrouvé la Joconde qui avait été volée par un patriote italien. Et c'est un miracle, voilà. Et c'est exactement à l'époque déjà l'idéologie laxiste. Ça n'a pas trop changé. Il y a des salles qui ne sont absolument pas correctement protégées au Louvre. Et de toute façon, le personnel a même pas le droit d'intervenir. Est-ce que vous craignez des ramifications à l'étranger dans cette affaire? Je rappelle qu'un des 2 suspects arrêtés samedi soir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avait passé les contrôles à la frontière et s'apprêtait à embarquer pour un vol direction l'Algérie. Est-ce que vous craignez que les bijoux soient à l'étranger? Est-ce que vous craignez une ingérence étrangère dans cette affaire? Non, là, j'ai aucune information qui me permet d'avoir une crainte quelconque, mais là, les forces de police ont fait un travail remarquable. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous voulez limiter la surfréquentation? Vous parliez tout à l'heure du nombre record effectivement de visites. Vous pensez qu'il faut moins de visiteurs pour mieux assurer les œuvres? Il faut que la sécurité passe avant l'objectif de fréquentation maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sécurité privée, vidéo, peine plancher? Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais il faut évidemment limiter la fréquentation. Il faut augmenter le prix du billet pour les étrangers qui paient pas cher. C'était un des chantiers de Rachida Dati d'ailleurs. Oui, tant mieux. Si elle le fait, elle aura tout mon soutien. Et il faut changer la mentalité à la tête du Louvre, voilà, parce que la priorité Madame Descartes, par exemple, ça a été de s'aménager une cuisine, une salle à manger pour 500 000 euros dans un lieu d'ailleurs assez historique qui n'était pas fait pour ça, plutôt que la sécurité. Mais elle l'a reconnu elle-même. Elle a dit qu'on n'avait pas assez, qu'elle n'avait pas
assez investi dans la sécurité. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais si on limite la fréquentation du Louvre, vous n'avez pas peur que la France perde en attractivité et que nous perdions de l'argent, nous les Français, si Non, les mais là, touristes viennent moins? je pense que le surtourisme coûte de l'argent. Mais là, on rentre dans un débat qui est d'ailleurs assez intéressant, qui dépasse le Louvre. Je pense que le surtourisme, c'est pas du tourisme, et on perd de l'argent. D'ailleurs, en France, les touristes dépensent assez peu d'argent par rapport à l'Espagne. Nous sommes un pays très fréquenté, mais où les touristes dépensent beaucoup moins d'argent que dans d'autres pays. Donc, il y a vraiment une politique du tourisme à penser. D'ailleurs, Marine Le Pen avait beaucoup réfléchi et fait des propositions en 2022 là-dedans. Avoir un objectif de fréquentation, c'est pas un objectif en soi. Et ceux qui habitent des villes touristiques ou des territoires touristiques savent que le surtourisme, ça pose des problèmes, notamment aux classes populaires, pour l'accès au logement, même le prix des restaurants. Quand il y a trop de touristes et que c'est 25 € le plat du jour, bah c'est difficile pour ceux qui ont un SMIC d'aller se payer une brasserie. Juste un tout dernier mot avant de parler du budget, puisque vous êtes le monsieur budget du Rassemblement national, le monsieur finance du RN à l'Assemblée. Vous nous avez parlé de votre demande de voir Laurence Descartes quitter son poste, la patronne du Louvre. Est-ce que vous dites la même chose pour Rachida Dati, la ministre de la Culture? Est-ce qu'elle devrait partir quand le Rassemblement national dit personne dans ce pays n'est responsable de rien? Ah oui, moi je Est-ce que pense. vous visez la ministre de la Vous Culture? savez, moi je suis gaulliste. Une des marques du gaullisme, c'est la responsabilité directe devant le peuple. Donc moi j'estime que Madame Dati aurait dû partir aussi, ça. Mais bon. Comme le disait Paul, vous pesez 123 députés. Est-ce que vous êtes prêt à faire un vrai compromis pour que la France ait un budget avant le 1er janvier qui va arriver très vite? Mais il faut comprendre, monsieur Laroturu, que le Parlement français n'est pas fait pour faire un budget à la place du gouvernement. Moi, je suis très inquiet des informations qu'on laisse circuler depuis 2 semaines, laissant le gouvernement mentir aux Français en expliquant que c'est le Parlement qui avait le pouvoir du budget. C'est totalement faux. Il faut savoir même... Vrai, le gouvernement c'est totalement propose une faux. copie. C'est totalement faux. Le gouvernement C'est totalement propose faux. une copie. Mais non, mais voyez, vous avez bien fait de soulever le sujet. Et la vote. Comment? Mais ça, c'est Le du... gouvernement propose et c'est le Parlement qui... Exactement. Vous avez bien cité. Le gouvernement propose et nous on vote. Oui. La période intermédiaire, en fait, elle existe très peu en France. Le Parlement n'a pas le pouvoir, ni les moyens, ni même le temps 70 de jours. construire. Mais c'est rien, 70 jours. Le gouvernement a 1 an. Nous, on n'a même pas 70 jours d'ailleurs, on a la moitié puisqu'il y a moitié Sénat, moitié Assemblée nationale. On va prendre le temps de dérouler ça. Exactement. Et donc en fait, là, tout ce que j'entends, le cinéma de Madame Montchalin, qui fait croire que le Parlement a les moyens de Vous faire. vous qualifiez de comédienne d'ailleurs. Mais c'est une comédienne, une très bonne comédienne d'ailleurs, je dois reconnaître qu'elle avait un talent que parce que vous voyez par exemple, il y a 3500 amendements. On en fait à peu près, on en a fait 100, 150 en 2 jours. Il y a 3000, donc ça passe pas. Donc en fait, on est en train de mentir aux gens parce que ils se sont structurellement organisés pour que ça ne passe pas. Et c'est pas le Rassemblement national. C'est les partis de la majorité et le gouvernement entre eux. Il y avait une jauge de limitation des amendements. Le Rassemblement national a respecté sa jauge avec l'UDR. Le Parti socialiste, je suis honnête, a respecté sa jauge. Et les membres du bloc central, Renaissance et LR en particulier, ont fait exploser le compteur. Ils sont à 1500 amendements. Donc ils font de l'obstruction parlementaire. Bien sûr qu'ils font de l'obstruction parlementaire avec le cœur sur la main, la main sur le cœur plutôt, en disant « Ah non, nous on veut que le Parlement travaille ». C'est n'importe quoi. On est en train de manipuler l'opinion publique en faisant croire que l'Assemblée nationale serait responsable d'un échec du budget, alors le gouvernement a déposé le budget le plus tard possible, après une semaine rocambolesque où on a occupé la galerie avec des bêtises, et nous on a eu que quelques heures. Et vous vous rendez compte que par exemple, moi, entre le moment où je reçois le budget sur mon mail et le moment où j'auditionne les ministres sur ce budget, il n'y a que quelques heures pour traiter un budget qui fait 300 pages. C'était quasiment le même budget que le précédent, il y a eu peu de modifications. Non, mais je vous parle juste des modifications. Il y a 300 pages de modifications avec des choses très techniques. Par exemple, la fameuse taxe sur les holdings. Oui, on va en parler. 10 jours après, même les administrateurs les plus capés ont encore du mal à comprendre ce qu'on nous propose. Malgré tout, des choses ont été votées ce week-end. Les débats reprennent en ce moment à l'Assemblée nationale et vous filerez probablement juste après cette interview. On attend pour cette semaine, probablement mercredi, et je dis bien probablement, l'examen de la fameuse taxe Zuckman, toujours réclamée par le Parti socialiste. Peut-être un terrain de compromis avec le gouvernement, ce que vous appelez le bloc central, ce sont les macronistes, et le Parti socialiste sur une version éventuellement allégée. Le PS avait dit vendredi par l'intermédiaire d'Olivier Faure, ultimatum, lundi, il nous faut des mesures de justice fiscale. Manifestement, ce matin, il n'y en a pas. Est-ce que vous appelez le PS à censurer, renverser le gouvernement et être fidèle à sa promesse ?
Écoutez, Est-ce que le temps est venu de prendre ses responsabilités en censurant? On verra ce que fait le PS. Moi, je pense qu'on peut finir le budget et éventuellement, si ce budget est mauvais, et comme ce budget sera mauvais, censurer évidemment. Bon, je suis pas sûr que vivre sur cette menace permanente ait un intérêt à court terme. Les socialistes et les LR ont décidé de ne pas censurer, ce qui a permis à ce budget de se déployer avec 19 milliards de hausse d'impôts et 28 milliards de hausse de dépenses. Nous l'avons condamné et comme le Parti socialiste, je pense, a conscience de cette fait rouler, en particulier sur la réforme des retraites, mais parce que eux-mêmes n'ont pas demandé les garanties suffisantes, ils sont en panique permanente et chaque jour, ils changent de position. Bon, alors, tout ça n'est pas très sérieux. Ils avaient qu'à censurer la semaine dernière. On parlait de la taxe Zuckman et là, tous les discours ce matin sont sur une taxe Zuckman Light ou allégée en bon français que les fanats d'acronymes ont baptisé IMTHP, impôt minimum sur les très hauts patrimoines. On parle de 3% sur les patrimoines de plus de 10 millions d'euros, mais sans toucher aux entreprises familiales et aux entreprises innovantes, comprenez les startups. On veut être clair ce matin. Est-ce que vous êtes pour ou contre au Rassemblement national cette taxe Zuckman Light? C'est moins bien que l'impôt sur la fortune financière qu'on propose, donc ou que c'est moins bien. Mais est-ce que vous voterez pour ou contre? Que la fortune improductive que propose le MoDem, par exemple. Donc c'est dommage que les socialistes, soi-disant dans un rapport de force, aient négocié des mesures. Mais vous la voterez ou pas? Et parce qu'on ne sait pas, monsieur, pour le moment, ce que ça veut dire entreprise familiale. D'accord. Et ni innovante. Vous voulez que ce soit mieux défini? Innovante, c'est les startups globalement. Non, c'est pas vrai, parce que la définition que j'ai vue dans l'amendement qui a été déposé, sauf s'il y en a un autre entre temps, c'est dans le temps. C'est une entreprise qui a moins de 8 ans. Bon, si vous faites par exemple une entreprise, je sais pas moi, de ménage, de sous-traitance du ménage, c'est une entreprise qui peut avoir moins de 8 ans, qui peut avoir 1000 employés assez rapidement, et c'est pas une start-up innovante. Voilà. Oui ou non, vous la votez? Qualité. Mais écoutez, monsieur, nous on vote des textes techniques. Oui, donc vous voulez l'amender justement pour être très concret. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Bah alors c'est quand même un peu ce qu'il y a dedans. Non, il faut préciser un mot, mais on sait ce qu'il y a dedans. Entre des gens qui font le budget et des gens qui le commentent. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc les slogans. Les commentateurs essaient juste de comprendre votre position. Non, vous essayez d'extorquer en posant 50 fois la même question une réponse que je vous ai déjà donnée. On votera, on verra ce qu'il y a dedans. Moi j'entends plutôt non. Mais c'est pas, non, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Et je vous ai répondu tout à l'heure que même la taxe holding qu'a proposé le gouvernement, au bout de 10 jours, y compris la presse économique, ne comprend pas exactement ce qu'ils veulent faire. 2% sur les holdings non professionnels et la prolongation de l'impôt plancher pour les hauts revenus. D'accord, sauf que c'est quoi le problème, monsieur Laratourou? C'est qu'en fait, dans l'article, il n'y a pas de définition de la holding. Donc on dit au grand public et à l'opinion publique, c'est une taxe sur les holdings, et en fait à la fin, c'est le rétablissement de la moitié de l'ISF. On comprend rien à ce qu'ils proposent. Pourquoi vous êtes si prudent sur ces dispositifs-là? Est-ce que c'est une manière, pardonnez-moi l'expression, de draguer un peu les patrons? On sait qu'aujourd'hui, il y a un discours au Rassemblement national qui consiste à rassurer les patrons en vue potentiellement de votre arrivée au pouvoir. Est-ce que ça vient dans ce discours-là? Votre attitude en ce moment à l'Assemblée vient qualifier ce discours-là? Pas du tout. C'est juste qu'on ne vote pas des milliards d'euros en votant n'importe quoi et en agitant des slogans. Voilà, il faut arrêter parce que c'est pour ça que le taux d'imposition en France bat tous les records avec des résultats aussi misérables. Et à la fin, c'est les classes moyennes qui paient. Donc cette espèce de fascination pour critiquer les milliardaires dans les médias et finalement à la fin taxer uniquement les classes moyennes. Pas de patron bashing au RN. Mais c'est pas une question de patron bashing, c'est que c'est un mensonge. Aujourd'hui, qui est-ce qui paie l'essentiel de l'effort fiscal? C'est les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Pour le moment, la seule chose qui a été votée, c'est des rabots de crédit d'impôt et c'est les classes moyennes qui payent. Toute petite pause, les milliardaires vont très bien. Il est déjà 8h46. Dans un instant, on va essayer de comprendre la suspension ou pas de la réforme des retraites. Mais comme je vous l'ai dit, il est 8h46 et donc c'est l'heure de l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Le trafic des TGV est fortement perturbé depuis 6 heures ce matin entre Lyon et Avignon. De nombreuses liaisons sont supprimées vers le sud-est et il y a des retards importants en direction de Paris. Jusqu'à 3 heures de retard. La compagnie ferroviaire assure que ces perturbations sont liées à un acte de vandalisme. La maire de Romans-sur-Isère dans la Drôme parle d'un procès aussi attendu que redouté ce matin. Celui d'Abdallah Osman Ahmed, réfugié soudanais accusé d'avoir poignardé et tué 2 personnes en 2020. 5 autres personnes ont été blessées. Il est jugé pour assassinat terroriste et tentative d'assassinat terroriste. Le Centre national des ouragans demande aux habitants de la Jamaïque de trouver un abri immédiatement. L'ouragan Mélissa approche, les vents soufflent à plus de 220 km/h et il va encore se passer en catégorie 5 et toucher le sud du pays dans la soirée. Encore une avarie sur la Transat Café L'Or. Le tenant du titre, l'ultime Banque Populaire, barré par Armel Lecléache et Sébastien Josse, s'est arrêté ce matin à Lorient dans le Morbihan. Ils ont un problème de safran. Les marins partis du Havre ce week-end doivent rejoindre la Martinique dans des conditions météo qui sont très difficiles. France Info. Le 8-30 France Info, Paul Barcelone, Paul Larouturou.
Avec Jean-Philippe Tanguy, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale, et Paul Barcelone, on tente de comprendre votre position sur les retraites. Parce qu'hier, on a découvert en lisant le journal Le Parisien aujourd'hui en France cette interview de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui n'est pas n'importe qui estime que le Sénat promet que le Sénat va rétablir la réforme des retraites, alors que tout cela fait l'objet d'un deal entre le gouvernement et le Parti socialiste pour la suspendre. C'était la promesse de Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre. Est-ce que vous allez voter pour ou contre la suspension de la réforme des retraites? Ou alors vous demandez son rétablissement, comme Gérard Larcher? Mais non, mais nous, on votera évidemment la suspension et on abrogera cette réforme si Marine Le Pen est élue en 2027 ou Jordan Bardella avant Premier ministre s'il y a une dissolution. Et on la remplacera par une réforme. Donc c'est un fusil à un coup qui a dégainé Gérard Larcher? De toute façon, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. C'est les socialistes qui se sont tirés une balle dans le pied avec mais parce que c'est un accord qui a été mal ficelé. Je vous rappelle que c'est la mobilisation du Rassemblement national qui a permis de comprendre comment ils allaient modifier ce texte, c'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Faure, les socialistes et Monsieur Lecornu se sont mis d'accord sur nos censures sans avoir rien prévu, ni le texte qui serait utilisé, ni la façon de payer si, cette c'est dans réforme. le projet de financement de la sécurité Oui, et sociale. grâce à, et suite à quoi? Lettre rectificative. Et qui a été demandé par qui? Peut-être par vous, Notamment mais... nous et les insoumis. Voilà, nous les insoumis. Ouais, voilà, suite... les insoumis. Mais moi, je suis pas en train de m'attribuer un truc à moi tout seul. Suite à la mobilisation aussi d'un constitutionnaliste, Monsieur Benjamin Morel, tout à fait. qui a relevé ce point. Mais avant, Monsieur Faure avait annoncé une loi spéciale. Moi, j'avais dit que ce serait forcément un amendement. C'est moi qui avais raison. Excusez-moi. Et ensuite, c'était la lettre effective pour introduire cet amendement. Voilà. Mais c'est très, là, ça a l'air d'être la technique, mais c'est pas de la technique. C'est-à-dire que ce qu'avait annoncé Monsieur Lecornu et Monsieur Faure devant tout le monde, en fait, ça n'existait pas. C'était un slogan. Et il y avait rien de concret. Et par ailleurs, il va se passer ce qu'on avait dit. Donc, le Sénat va voter contre. On ne sait pas ce que vont faire les macronistes à l'Assemblée nationale, et à la fin il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui est pas filmée, et ça j'insiste sur ce sujet-là parce que et où le gouvernement ne participe pas. C'est pas filmé, c'est ça? Bien sûr que ça change tout. Moi je peux vous dire par exemple il y a tout un tas de niches fiscales qui réapparaissent toujours miraculeusement en CMP, et quand on ose dire avec d'autres collègues qui sont pas forcément à l'Assemblée nationale qu'il y a eu un vote pas bien, on est critiqué parce qu'on n'a pas respecté le secret des échanges. Et moi je respecte pas le secret des échanges quand c'est les Français qui payent. Qu'on comprenne bien, donc vous exigiez un référendum sur les retraites. Ce matin, vous nous dites que vous voulez une abrogation totale après. Donc si Marine Le Pen est élue ou Jordan Bardella sont élus en 2027, et que pour l'instant vous voulez appuyer sur pause. On est bien d'accord sur ce point. C'est ce qu'on nous propose. Donc on propose une suspension, donc c'est toujours mieux que rien. Il y a des gens qui travaillent dur, qui gagneront 3 mois de retraite, et c'est tant mieux pour eux si on y arrive, mais je ne peux pas leur faire de fausses promesses. Aujourd'hui, c'est du cynisme du gouvernement, il n'y a pas de suspension, et c'est la seule excuse que les socialistes ont trouvée pour pas aller aux élections. Parce qu'en fait, l'explication de tout ça, c'est quoi? C'est que les socialistes ont peur de perdre leur siège. On saura à la fin de la semaine, visiblement. Nous verrons. Censure, dissolution. Mais nous verrons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, les socialistes ont refusé d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu, et ils ont voulu faire encore casquer les classes moyennes pour presque 2 milliards d'euros. Heureusement que le Rassemblement national était là. Laurent Wauquiez dans cette affaire. Oui, enfin, c'est surtout Laurent Wauquiez qui nous a soutenus parce qu'ils sont 40 et nous on est 140. Si je vous reparle de la réforme des retraites, c'est que son examen, en tout cas l'examen du budget de la sécurité sociale débute ce matin en commission à l'Assemblée. On se souvient qu'il y a un peu moins d'un an, au mois de décembre dernier, c'est sur ce budget de la sécurité sociale que vous aviez, entre guillemets, fait danser Michel Barnier. Est-ce que vous voulez refaire la même chorégraphie que Sébastien Lecornu? Lui tirer des choses, etc., pour au final appuyer sur le bouton rouge de la censure. Nous voulons éviter les catastrophes pour les Français. Donc dans ce budget de la sécurité sociale, il y a la désindexation des retraites, non pas pour 1 an, mais pour 4 ans. Ça représente 19 milliards de pouvoir d'achat volés aux retraités. Il y a la taxation des tickets restaurants, des tickets cadeaux pour 800 millions d'euros. Il y a la fiscalisation des indemnités pour les affections de longue durée. Il y a 1 milliard sur une taxe mutuelle qui sera payée par les mensualités. Qui sert à financer la suspension de la réforme des retraites. Non, c'était pas ça qui était prévu. Ça, c'est nouveau, ça. Mais à la base, il y avait déjà cette taxe de 1 milliard et ça s'ajoute à 6 milliards de taxes. Donc on arrive à 7 milliards de taxes sur les mutuelles qui sont évidemment payées uniquement par les assurés. Est-ce que vous avez des nouvelles de... Ça, c'est l'argent des gens. Mais ça nous intéresse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a posé plein de questions dessus. Est-ce que vous avez des nouvelles de Marine Le Pen? Parce que le député écologiste Benjamin Lucas la cherche, écoute-le le samedi à l'Assemblée nationale. Madame Le Pen, elle est préférée aujourd'hui aller ronronner avec Monsieur Bardella plutôt que de faire ses griffes à l'Assemblée nationale. La présence dans cet hémicycle de Madame Le Pen, c'est comme la queue du chien, quoi. Ça va et ça vient. Mais enfin, ça fait 2 jours que Madame Le Pen n'est pas là pour débattre de la fiscalité. Tout se joue à l'Assemblée depuis la dissolution. Pourquoi elle n'est pas là, Marine Le Pen? Non, mais tout ne se joue pas à l'Assemblée. Quand même, si, beaucoup. J'aimerais bien, mais tout ne se joue pas à l'Assemblée. Et Monsieur Lucas, qui était lui-même absent la plupart du temps, ment. Marine Le Pen était présente. Elle était pas là, elle était à la foire de Pousset. Le premier jour, oui, il a parlé 2 jours. Le premier jour, le deuxième jour, il était à la foire de Pousset. Mais c'était plus important la foire de Pousset que le débat. C'est important d'aller voir les Françaises et les Français. Et effectivement, je comprends que la gauche soit jalouse parce que c'est sûr que dans tous les événements populaires, ils se font insulter et jeter, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Tout le monde a le droit mais ils sont pas prêts de se faire accueillir
comme Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et si Marine Le Pen comprend aussi bien les aspirations des classes populaires, c'est justement parce qu'elle les voit, elle leur parle, et c'est ce que ressentent des gens qui travaillent dur et qui n'en ont pas pour leur argent. Et les insultes de Monsieur Lucas, franchement, c'est pathétique. Et qui regardent un peu dans leur trou parce que, par exemple, le groupe communiste, ils étaient entre 2 et 3 sur 16. Bon, donc je suis pas sûr que la gauche puisse donner des leçons. 8 hommes et 2 femmes sont jugés aujourd'hui à Paris pour cyberharcèlement sexiste à l'encontre de Brigitte Macron. Une procédure judiciaire est parallèlement lancée aux États-Unis. Quel regard portez-vous sur cette affaire ? Moi, je soutiens Madame Macron. Elle n'a absolument pas à subir ces ignominies permanentes sur son compte. On combat frontalement son époux, le président de la République, Emmanuel Macron. Mais Est-ce qu'elle est devenue un symbole, Brigitte Macron, de ce point de vue ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens cyberharcelés non, mais il y a beaucoup régulièrement. Écoutez, malheureusement, il y a plus grave. On a des enfants, des adolescents qui ont pu mettre fin à leur jour. Et c'est épouvantable, ce sont des tragédies, donc il faut aussi raison garder. C'est à qui la faute ? Les réseaux Macron sociaux a la structure et l'encadrement qui lui permet d'affronter ça. Moi, je me souviens de plusieurs enfants, de jeunes adolescents qui malheureusement se sont suicidés. Là, c'est tragique et là, il faut agir. Donc le symbole, c'est malheureusement les familles qui pleurent des enfants qui ont commis l'irréparable parce qu'ils étaient harcelés à l'école ou autour de l'école pour différents phénomènes, notamment l'homophobie. C'est arrivé plusieurs fois. Pas vous personnellement, mais on voit quand même une alliance entre certaines troupes MAGA, donc américaines, et certains de vos militants qui ont clairement soufflé sur les braises et qui ont dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, notamment concernant Madame Macron. Bon, écoutez, moi je n'ai pas connaissance de militants du Rassemblement National qui ont fait ça. Si c'est le cas, ils seront sanctionnés évidemment. Mais enfin, moi je vois beaucoup de choses venant de tous les profils. Et je peux vous dire que si on se penchait par exemple sur ceux qui me harcèlent personnellement, je les connais bien puisque je les vois tous les jours, il y en a une bonne partie qui vient du bloc central et notamment qui ont des propos extrêmement homophobes. Mais comme ça vient du centre, tout le monde trouve ça formidable ou en tout cas personne ne dit rien. Mais là, le centre n'est pas impliqué dans cette affaire. Il n'y a pas une part de responsabilité de la classe politique qui jette de l'huile sur le feu dans ce genre d'affaires quand même malgré tout. La classe politique n'a jamais contribué à ce délire et ces insinuations autour de Madame Macron. Enfin, je veux dire, au contraire, elle a toujours été soutenue. En tout cas, nous, on l'a toujours soutenue. Et vous la soutenez ce matin. Mais bien sûr, Jordan Bardella sort encore un livre mercredi. Après ce que je cherche, il pense savoir ce que veulent les Français. C'est un pas de plus vers la présidentielle ? Bon, non, c'est un pas de plus dans sa relation avec les Françaises et les Français. Premier livre qui a trouvé un large public, avec un très bon accueil sur le terrain. Un an après la sortie de son premier livre, il a de nouvelles choses à dire au pays ? Je crois que c'est un angle totalement différent, où là il parle de ses rencontres avec les Français, alors que le premier était une biographie, un récit de pourquoi il s'était engagé en politique, qu'est-ce qui l'avait motivé, notamment son enfance, son adolescence en Seine-Saint-Denis, et j'espère qu'il marchera aussi bien que le premier. Est-ce que c'est une manière de prendre cette distance avec Marine Le Pen ? Tuer la mère, pardonnez-moi l'expression. Non, je crois pas. Déjà, Jordan Bardella a une vraie mère qui se porte très bien, qui est très courageuse. C'est pas une façon de prendre cette distance avec Marine Le Pen qui est potentiellement inéligible ? Je ne crois pas, non. Voilà, je ne crois pas, mais je vois que vous avez toujours l'esprit aussi mal placé. Pas mal placé, on se pose des questions et merci d'y répondre. D'ailleurs, c'est l'heure, il est 8h56 et 25 secondes, c'est l'heure, vous l'attendez peut-être, de la question qui, ce matin, la question qui chuchote. Vous êtes prêts ? On est habitué à vous entendre crier, type silence pour la France. Voilà, c'est silence. C'est silence, mais on va l'entendre normalement. On l'entend pas. Silence pour la France ! J'aurais pu le refaire en direct. Allez-y, faites-le. Non, trop tard. Ce week-end à l'Assemblée, vous avez encore crié. Les cocus, les super cocus, les hyper cocus, les méga cocus, c'est les LR. Pourquoi vous vous comportez comme ça ? Mais pourquoi pas ? Alors que vous êtes très calme chez nous ce matin en plus. Ah oui. Mais parce que c'est le débat Pourquoi vous avez besoin de politique. crier, dire des gros mots, dire cocu ? À quoi ça sert ? Mais déjà cocu, c'est pas un gros mot. Un peu quand même. Non. C'est vulgaire. Non, pourquoi c'est vulgaire ? C'est méga Si vulgaire. vous voulez que ce soit très vulgaire, vous avez, j'ai d'autres choses dans ma besace. Et j'ai d'autres choses dans ma besace. C'est pas je définis de réalité, à savoir que les députés LR prennent leurs électeurs pour des imbéciles, les trompent et leur mentent. Voilà. Donc tous ceux ou toutes celles qui ont été cocus dans leur vie comprendront ce que je veux dire. C'est très désagréable. Il y a moins de place pour le calme aujourd'hui dans la vie politique. Il faut être vocal, bruyant pour se faire entendre par exemple dans l'hémicycle. Le Parlement français a toujours été un lieu d'exclamation, d'art oratoire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et j'ai l'impression que les gens apprécient plutôt qu'on les défende correctement. Non, les gens ils nous disent aussi qu'ils en ont marre que ce soit un cirque. Ils ont Mais là, c'est pas un cirque. Là, c'est pas un quand cirque, on vous entend dire silence pour la France et parler des cocus, c'est clairement. Non, j'essaie de porter une parole, aussi audible par tout le monde et qui soit pas de la bouillie. Vous pensez pas que ces emportements sont au détriment pas du tout. fond, Je m'emporte pas du tout là. Vous en portez pas? Ah non. Si un jour je m'emporte, vous le saurez. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à demain sur France Info. Bonne journée. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et dans un instant sur France Info, évidemment, les informés avec Brigitte Boucher.